Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 1er juin 2024. Dans les actualités de ce jour, le président Andry Rajoelina et son épouse ainsi que la délégation qu'ils conduisent, composée des membres du gouvernement et de représentants d'hommes d'affaires malgaches, sont partis aujourd'hui pour Séoul, la capitale de la Corée du Sud, invités à assister au premier sommet entre la Corée et l'Afrique. Hormis Madagascar, plus de 30 pays africains seront présents. L'objectif est de renforcer les relations diplomatiques et économiques entre l'Afrique et la Corée du Sud. Pour Madagascar particulièrement, ce sera une occasion de trouver des coopérations pour la mise en œuvre des 3 piliers du développement établis par le président Andry Rajoelina. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutmalal. Le premier sommet entre la Corée et l'Afrique se tiendra pendant 2 jours à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Historiquement, les relations entre la Corée et l'Afrique ont commencé dans les années 1950, lors de la guerre de Corée en 1950 et 1953, qui a séparé la Corée du Nord et la Corée du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Les pays africains avaient soutenu la Corée du Sud à cette époque. La contribution des pays africains, bien que relativement modeste en termes de nombre de troupes, fut symboliquement importante, montrant un engagement global et diversifié dans le conflit. Ces contributions sont souvent vues comme des actions de solidarité et de soutien international dans le cadre plus large de la lutte contre l'expansion communisme durant la guerre froide. Les relations diplomatiques se sont poursuivies entre la Corée du Sud et 6 pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Tchad, le Cameroun et le Congo dans les années 1960. Pour Madagascar, l'année 1962 marque le début des relations avec la Corée. Et l'année 1993 a été l'année de la coopération dont le 30e anniversaire a été célébré en 2023. De nombreux secteurs sont concernés par cette collaboration, notamment l'exploitation minière à travers le projet Ambatvi, l'agriculture et l'élevage, le commerce, etc. De nombreux étudiants malgaches bénéficient également de bourses d'études en Corée du Sud. Et actuellement, quelques 150 Sud-Coréens vivent à Madagascar. Durant le voyage de la délégation malgache conduite par le président Andry Rajoelina, de nombreuses rencontres sont prévues en vue de trouver des investisseurs pour mettre en œuvre les 3 piliers de développement fixés par le numéro 1 Malagasy, à savoir le capital humain et la priorisation du volet social, la promotion de l'industrie et la création d'emplois, ainsi que la bonne gouvernance à travers la réforme du système de gestion de la fonction publique et la lutte contre la corruption. La délégation malagasy atterrira demain à l'aéroport international Incheon. À noter que le thème de ce premier sommet Corée-Afrique est « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Toujours dans cette page politique, mais au niveau des élections législatives, c'est à la Haute Cour constitutionnelle ou HCC de prendre des décisions concernant les élections au niveau des SRMV qui ont été incendiées selon le rapporteur général de la CENI. Concernant les fraudes, il a affirmé que seules les enquêtes pourront les confirmer ou les infirmer. Il est aussi du droit des candidats de faire des confrontations des procès-verbaux en cas de doute. Reportage. Ce sont les SRMV au niveau des districts de Tsiumbe et de Sirunmandid qui ont été incendiés selon les informations. Une partie des résultats de vote ont été détruits selon les explications émanant de la CENI. Une partie des résultats ont été par contre déjà saisis si d'autres ont pu être sauvés. C'est à la Haute Cour constitutionnelle de décider concernant ces élections au niveau de ces districts selon les explications. Par ailleurs, la collecte des résultats provisoires des élections au niveau des branches de la CENI vers la CENI centrale se poursuit. Plus de 100 districts ont déjà acheminé leurs résultats jusqu'à ce soir. La proclamation des résultats provisoires dépend de l'arrivée des résultats venant des bureaux de vote, selon les explications. Concernant les éventualités de fraude, les candidats peuvent faire des confrontations, des procès-verbaux, ajoute le rapporteur général de la CENI. La CENI accélérera la proclamation des résultats, selon toujours les explications. Et l'état-major mixte opérationnel national ou EMONAT, composé des armées malagasy, de la gendarmerie nationale et de la police nationale, a fait une déclaration aujourd'hui face aux différents actes de déstabilisation dans certains districts qu'il qualifie de volontaires. Les forces de l'ordre ne toléreront aucun acte de déstabilisation, des différents actes d'incitation à la violence, mais aussi la propagation de fausses informations concernant les résultats des élections législatives. Les forces
forces de l'ordre prendront alors leurs responsabilités face à ces actes qui sont hors de la loi et qui entravent à l'ordre public et au processus électoral dans toute la grande île. Et dans la page fait divers, toujours, 2 employés de la société d'État Jirama ont été placés en détention provisoire, tandis que 4 ont bénéficié de liberté provisoire. Ces employés ont été interpellés suite à la plainte déposée par un particulier auprès de l'agence de Tanzimbat. Ces 6 personnes ont été présentées au niveau du PAC hier. Aniela Martina nous en dit plus. Il s'agit d'une plainte déposée par un particulier concernant les procédures au sein de la Jirama Tanzimbat qui a permis d'arrêter, pour motif de corruption, 6 employés de cette entreprise. Selon les informations, il exige de l'argent en contrepartie du branchement au réseau électrique, en plus de la facture devant être payée auprès de la Jirama. Les investigations ont ainsi permis l'arrestation de 6 personnes, dont 4 sont des employés de l'agence de la Jirama Tanzimbat, tandis que 2 sont des travailleurs à temps partiel qui n'ont même pas de contrat avec l'entreprise. Ils ont fait l'objet d'une audition par le pôle anticorruption et 2 d'entre eux ont été placés en détention provisoire tandis que les 4 autres ont bénéficié de liberté provisoire. Le directeur général de la société d'État Jirama a confirmé que l'une des tâches qui lui incombe et qui est primordiale est l'assainissement au sein de la société, notamment en ce qui concerne les vols et la corruption. Dans un tout autre sujet, il sera facile pour les citoyens à partir de maintenant de connaître les taxes d'exportation ou d'importation de produits au niveau de la douane. La douane malagasy a fait connaître l'outil e-Tarif Tools hier. Reportage de Fanessène Mireille et Yves Janel. L'ignorance des taxes de la douane pour l'importation et l'exportation des produits par les citoyens est souvent source de problèmes. Avant de faire appel au service de la douane, il est alors important de connaître ces taxes car ces ignorances peuvent engendrer le blocage des produits au niveau de la douane car souvent ces citoyens n'arrivent pas à les payer. Afin d'y remédier, à partir de maintenant, les citoyens peuvent connaître le montant des services de la douane via e-Tarif Tool. Toutes les taxes au niveau de la douane y seront. Et l'existence d'e-Tarif Tool pourra solutionner divers problèmes au niveau de la douane. Cette dernière a collaboré avec l'OMD, Organisation mondiale des douanes, pour mettre en place l'e-Tarif Tool. Et hier, 31 mai 2024, au camp Razaf Injazaka Bertin Andanmour, que s'est tenue la passation de fonction entre l'ancien secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et la nouvellement nommée la contrôleur générale de police Ranjiambelu Mandimnien Boulanour. Cette dernière a déjà occupé le poste de directeur de cabinet du ministère de la Sécurité publique depuis 4 ans. La nouvelle secrétaire générale a été réitérée durant sa prise de fonction qu'elle est prête à donner le meilleur d'elle au service de la police nationale. Elle a remercié le régime actuel de lui avoir accordé la confiance pour occuper ce poste et appelle tous les policiers à lui donner la main afin de relever le défi police nationale au service du peuple. Le ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Hakuto Arman Irlal, a assisté à la passation de pouvoir. Et dans les actualités internationales de ce soir, selon les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée, quelques 2000 personnes pourraient être ensevelies sous le vaste glissement de terrain qui a détruit une localité des hautes terres de la province d'Enga, dans le centre du pays, le 24 mai dernier. Après plusieurs jours de fouilles à l'aide d'outils de fortune, seuls 6 corps ont été retirés de la coulée de boue. France 24. C'est toute une région qui est en deuil. Après le glissement de terrain meurtrier du 24 mai, ces villageois des montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont venus se recueillir. Ici, ceux qui ont perdu un proche se peignent le visage, symbole de la mort. Les victimes dormaient quand la montagne s'est effondrée à cause des fortes pluies. J'ai perdu ma mère, mon père, ma femme et 3 de mes enfants. Seul un de mes fils dormait avec moi. Je l'ai pris par la main et on s'est enfui. Dans cette vallée isolée, les villageois sont livrés à eux-mêmes. Plus d'une semaine après la catastrophe, pas question d'abandonner les corps des disparus. Leur seule option, creuser avec des moyens de fortune. Là, il y avait un magasin. Il est complètement enseveli. On recherche les propriétaires, un homme et une femme. 300 personnes devraient être enterrées ici, mais on n'a trouvé que 5 corps.
La tension est palpable. Armés de machettes, les villageois sont en colère. En cause, cette pelleteuse, arrivée bien trop tard selon eux. Je suis vraiment en colère. Ils ont amené cette machine là où sont enterrés ma famille et mes amis. Ils ne sont pas arrivés à temps pour nous aider. Qu'est-ce qu'ils imaginent? Pourquoi cette machine n'arrive que 9 jours après? Mais l'armée est là pour calmer les esprits. Le gouvernement vous a dit que l'armée viendrait vous aider pour retrouver les corps et dégager les routes. Et vous voyez, nous sommes là. Le risque aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Des gens sont ensevelis juste là, leurs cadavres sont en train de pourrir et leur sang s'écoule jusqu'ici. On peut sentir l'odeur et il y a des enfants partout. Bientôt, il y aura une grande épidémie. Les opérations de secours risquent de durer encore longtemps. La montagne est toujours fragile et pourrait s'effondrer à nouveau. Et les bureaux de vote enfermés samedi en Inde, achevant un lent processus de 6 semaines d'élections générales dont le Premier ministre Narendra Modi, au pouvoir depuis 10 ans, devrait sortir vainqueur. France 24. Ces électeurs montrent avec fierté la preuve de leur devoir accompli, le doigt teinté de violet. Ici, à Varanasi, capitale spirituelle de l'hindouisme et circonscription du Premier ministre, beaucoup sont venus afficher leur soutien à Narendra Modi. Son parti, le BJP, devrait être reconduit face à une opposition amoindrie. J'ai voté pour la croissance et le développement de mon pays et du monde. Et je ne connais qu'un seul leader mondial à l'heure actuelle, Narendra Modi. J'ai voté pour lui. Avant, il y a 10 ans, personne ne savait qui était le Premier ministre de l'Inde. C'est la seule et unique personne qui a répandu son savoir et son pouvoir non seulement en Inde, mais aussi dans le monde entier. Mais tous les électeurs ne sont pas convaincus par le bilan du Premier ministre, et notamment par son bilan économique. En effet, l'Inde est en train de se hisser en tête des pays les plus inégalitaires au monde. Au niveau national, le BJP aurait dû s'attaquer correctement au problème du chômage. Et ils auraient dû tenir les promesses qu'ils ont faites lors des dernières élections. Par exemple, ils ont parlé de créer 20 millions d'emplois par an. Ils auraient dû au moins tenir ces promesses, car la population ne cesse d'augmenter. Mais au lieu de créer des emplois, l'emploi a diminué. Le taux de participation s'annonce plus bas que lors des élections précédentes, d'une part en raison du résultat annoncé comme sans surprise, et d'autre part de la vague de chaleur qui étouffe le pays depuis plusieurs semaines déjà. Ici, le thermomètre atteignait les 44 degrés Celsius ce samedi. Une canicule qui aurait déjà fait des centaines de morts. En Hongrie, où les atteintes à la démocratie se multiplient depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite de Viktor Orban, un transfuge du parti du président, le Fidesz, veut changer la donne. Peter Majgra promet d'en finir avec la corruption et de remettre la Hongrie sur les rails de la démocratie. Après avoir quitté le Fidesz, il a rejoint un petit parti d'opposition, Tisza, ou Respect et Liberté, qui perce dans les sondages avec environ 25% d'intention de vote. France 24. Prisé pour ses paysages, le lac Balaton est un haut lieu de villégiature pour les Hongrois. Mais ces hôtels attisent les polémiques. Aujourd'hui, cette escapade à vélo n'a rien d'une virée de plaisance. Peter Magyar, nouvelle figure de proue de l'opposition hongroise, a réuni ici ses partisans. Le gouvernement privatise ici 48 complexes hôteliers. Et comme d'habitude, ils veulent les distribuer à leurs amis. Alors ils ne disent rien jusqu'à la dernière minute et puis ils émettent un appel d'offres de 3 jours pour qu'un bâtiment puisse être acheté à 1,5 milliard de forints, à condition de déposer un acompte immédiat de 500 millions. Seuls ceux qui auraient été prévenus peuvent le faire. L'ascension de cet ancien fonctionnaire du parti au pouvoir a été soudaine et fulgurante. Depuis sa rupture avec le Fidesz en ce début d'année, Peter Magyar accuse le Premier ministre Viktor Orban d'amasser des fortunes au détriment des Hongrois et de l'Union européenne.
Ici, nous avons 2 hôtels emblématiques qui ont besoin d'être rénovés. Celui-ci, le Ulam, appartient à l'associé du beau-fils du Premier ministre, connu pour dépenser l'argent de l'Union européenne sur d'horribles projets d'éclairage urbain. Candidat pour un siège au Parlement européen, Peter Maillard a pourtant des ambitions bien plus grandes. Bientôt, des millions de forints supplémentaires vont être envoyés par Bruxelles à la Hongrie. Si nous les dépensons correctement, sans corruption, alors la Hongrie aura une chance de suivre l'exemple du Portugal, de l'Irlande ou de la Pologne. Sa popularité nouvelle vaut à Peter Maillard une campagne de dénigrement à l'échelle nationale. Viktor Orban et ses médias le surnomment le serviteur de Bruxelles et l'accusent de vouloir apporter la guerre et les migrants à la Hongrie. Un discours qui trouve son public parmi les travailleurs de Zolosengrad. La Hongrie pourrait s'en sortir sans l'Union européenne, c'est mon avis. Nous sommes un pays fort et nous pourrions y arriver. Aujourd'hui, nous tenons des pelles, mais sous un autre gouvernement, ce sont des armes que nous aurions entre les mains, là-bas, en Ukraine. Il y a une raison pour laquelle ce parti est au pouvoir depuis 4 mandats. Pour Peter Maillard, la raison est évidente. Nous n'avions pas de médias libres, nous avons de la propagande. En 5 ans, le gouvernement hongrois a dépensé plus de 3 milliards d'euros pour la propagande. C'est fou. C'est plus que les budgets de la Hongrie pour l'éducation et la santé réunis. Pour pallier son manque de visibilité médiatique, Peter Maillard mène une campagne de proximité dans les petites villes. Suivi de près par la télévision d'État, qui le questionne non pas sur son programme, mais sur les accusations de violence conjugale proférées par son ex-femme, l'ancienne ministre de la Justice de Viktor Orban. Je n'ai aucun respect pour la propagande. Je n'ai jamais frappé ma femme. Elle n'a jamais dit que je lui ai fait mal. Elle a dit qu'elle avait usé de la violence physique à mon égard pour me punir. Les partisans du candidat ne font pas grand cas des détails obscurs qui entourent sa rupture avec son ex-femme et font aussi table rase de son passé récent en tant que membre de l'establishment. Salut tout le monde, on commence le quiz. Pour ces activistes, la nouvelle star de l'opposition n'est pas très crédible. De quoi la Hongrie a-t-elle le plus besoin? De chemins de fer aux voies étroites? De nouveaux partis politiques? Ou de Messi qui marche sur l'eau? Satiristes reconvertis en politique, les candidats aux européennes du parti du chien à 2 queues avancent l'un de leurs slogans phares, la bière gratuite. Et puis regardez, nous offrons une garantie à 93% que nous ne volerons pas. Derrière la façade humoristique, certains membres de ce parti ont été élus dans les conseils municipaux. Les gens pensaient que nous ne faisions que de l'humour. Mais en fait, localement, nous parvenons à faire beaucoup de choses. Ici, c'est écrit « Tout devrait aller mieux, maintenant, sérieusement ». Nous sommes très sérieux, comme vous pouvez le voir sur mon visage. Ce candidat se focalise sur des problématiques locales dans son district de Budapest. Mais le parti ambitionne aussi d'influencer la politique européenne. Sa tête de liste, Mariette Allais, est une ancienne journaliste d'investigation, a le vent en poupe. Je pense qu'il y a une déception générale vis-à-vis de la politique traditionnelle. Le parti du chien à 2 queues est drôle, mais les autres partis sont juste des blagues. Nous sommes les seuls qui nous focalisons sur des solutions à long terme et sur le fait de bâtir une communauté. Ce pique-nique de campagne aux allures de fête dénote d'une volonté de changement chez une partie de la jeunesse hongroise. D'après les sondages, le parti du chien à 2 queues est crédité d'au moins un siège au prochain Parlement de Strasbourg. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité et très bonne suite de programme sur Viva. Après ce journal en version française, vous allez suivre le film Atlas. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.